Bienvenue à tous, merci de votre fidélité, merci d'être aussi nombreux dans ces clubs que vous appréciez tant. Nous sommes très heureux pour ce nouveau numéro, pour passer en revue les sujets qui ont marqué cette semaine ici en RDC avec, comme vous le savez, la double visite de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, plutôt de l'ONU et de la Banque mondiale, c'est-à-dire Ban et Jim, qui étaient venus ici, les Sud-Coréens, au chevet de la RDC, mais également accessoirement du Rwanda et de l'Ouganda, parce qu'on a vu Ban Ki-moon non seulement à Kinshasa, mais également à Goma, malgré les quelques coups de balle là-bas. Il les a bravés pour aller dire aux Rwandais en face ce qu'ils pensaient de la paix dans leur sous-région. Est-ce que cette paix que l'ONU et le Fonds monétaire, plutôt la Banque mondiale, nous ont apporté à 1 milliard pourra se concrétiser très rapidement, parce qu'on voit déjà que les FARDC ont le vent en poupe. Ils ont neutralisé les offensives du M23 il y a quelques jours, avec beaucoup de pertes d'ailleurs, du côté de Rwandais. Deuxième sujet, nous allons parler des FIFA, de la CAF, de la FECOFA. Vous savez, là-bas, les élections se font toujours à la soviétique, c'est-à-dire beaucoup de scores pour parfois un ou deux candidats. Alors Constant Marie, au niveau de la FECOFA, au niveau de la République démocratique du Congo, vient de remplir encore une fois, malgré les pétitions, malgré les marches. Il est président à nouveau pour d'autres années, quelques années. Est-ce que ce sont des années de trop, des années de plus pour essayer de jouer l'amélioration du football congolais? On va le dire tout à l'heure avec les journalistes. Enfin, si on a le temps, on va parler de l'OIA, à l'UIA. 50 ans d'histoire depuis Modibo Keïta, avec Oufouet Boigny et Omar Bongo, jusqu'à aujourd'hui avec Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso. 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps que les Africains ont voulu se prendre en charge? On va en parler avec le plateau déjà installé. Harold Badibanga, qui a reçu un carton orange. J'espère qu'aujourd'hui, il va pouvoir laisser son vis-à-vis terminer les phrases, qui est toujours là. Absolument. Journaliste RTGA. Et puis Paul Diakessé, qui a été salué pour sa sagesse, apparemment, mais pertinent toujours, hein, Diakessé. Je vous en prie. Voilà. Hein? Et puis l'inamovible Mike Mukebai. Hein? Il semblerait que le sujet de cette semaine des Congo News a fait mouche. Il faudrait peut-être nous documenter davantage sur le conseiller spécial. Merci beaucoup. À qui d'ailleurs on présente les condoléances parce qu'il a perdu sa mère, Pierre Lumbi. D'après nos informations, il se porte plutôt bien et que c'est plutôt sa mère qui nous a quittés. Enfin, Daniel Safou, point saillant, toujours en place. Hein, on le voit costume croisé, toujours égal à lui-même. Et on sera en tout cas accompagné exceptionnellement par notre journaliste maison, le patron de sport à Télé 50, Valdo Yamba, lorsqu'on va parler naturellement du sport. De Constant Némalé, plutôt pas Némalé, Constant Némalé c'est France 24, spécialement. Africa 24, mais Omar ici, FECOFA. Alors, on va commencer avec vous, Diakessé. On parle de l'ONU et de la Banque mondiale. On a vu Ban et Jim. Ban c'est l'ONU, Jim c'est Banque mondiale, deux Sud-Coréens qui président un peu, je dirais, à la cause mondiale en ce moment. Venir à Kinshasa, l'un par le beach, ça c'est Banque mondiale, et l'autre par l'aéroport international d'Indjili. Tous se sont retrouvés au Palais de la Nation. Ils ont encadré Joseph Kabila, beaucoup de sourires, beaucoup d'entre-gens. Est-ce que la diplomatie paye de plus en plus? On avait dit que le Congo n'avait pas d'amis, mais ils viennent beaucoup maintenant en ce moment, les amis. Bon, mais quand nous continuons à chercher si la diplomatie paye ou pas, c'est comme si on n'en a pas. Mais là où la diplomatie fonctionne normalement, on ne se pose pas la question si ça réussit. Mais beaucoup sont venus quand même, depuis quelques temps. Tout à fait. Mais cette fois-ci avec 1 milliard à la clé. Oui, mais personnellement, la visite de ces deux Coréens, selon moi, je suis un peu faible parce que je crois à mes opinions, n'est pas de bon augure pour notre pays. Je vous dirai ça, le troisième élément. Mais disons d'abord que lorsque j'ai appris que Ban Ki-moon venait, pendant qu'il y a la rébellion à l'Est, je m'étais dit,
que Dieu l'aide à ne pas subir le même sort que Daga Malchov, qui est mort ici au Congo, venu ici. Mais tu sais que les M23 voulaient impressionner, mais ça n'a pas marché. Tout à fait, donc ça n'a pas marché. Dieu l'a aidé, bon, il n'est pas mort, il est reparti dans notre pays, c'est une bonne chose. Deuxièmement, c'est que moi, je serais plutôt de ceux qui pensent que notre diplomatie ne fait qu'accompagner, parce que il ne faut pas toujours accepter lorsqu'il y a un visiteur de marque qui doit venir visiter le pays du Grand Lac, qu'il commence par chez nous. C'est nous qui avons plus de problèmes que le Rwanda, que l'Ouganda. Il doit commencer par l'Ouganda ou le Rwanda et finir chez nous. Pourquoi cela, je dis ça? Si vous l'avez remarqué, son discours ici au pays est un discours pour nous faire plaisir en disant que voilà, la brigade est là, etc., pour marteler qu'en fait, la solution doit être trouvée. Mais quand il va à Kigali, il change un peu le discours en disant l'armée congolaise est seule responsable pour la sécurité de la population, mais également la sécurité de son territoire. Non, mais il a quand même dit dans sa déclaration de Kigali que la brigade est indispensable pour la consolidation de la paix, surtout l'éradication des forces négatives. Tout en ajoutant. Oui, mais il a dit que la défense des intérêts du Congo dépend d'abord de l'armée nationale congolaise. C'est qui est légitime, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais pas, il n'a pas tiré ce discours ici chez nous. Et en Ouganda, à Entebbe, là, il enfonce encore le clou en disant il faut que passer par le dialogue, c'est la seule voie pour la solution en RDC. Mais n'a rien dit de nouveau, parce que dans l'accord, il s'était déjà dit. Tout à fait, mais non, nous les parler. Je pense que ces parler-là, il ne pourra pas avoir la même ténacité hauteur ici au pays. Parce que nous qui avons un problème, c'est nous qui devions capitaliser sa rencontre avec Museveni, avec Kagame, pour maintenant atterrir. Mais dommage que on a commencé par nous. Bon, généralement, dans les relations internationales, les relations bilatérales, lorsqu'on termine par un pays, c'est que ce pays est, bon, serait relativement plus important que les précédents. Mais il est quand même resté moins de temps à Kigali, à Entebbe, qu'il est resté à Kinshasa. Mais tout dépend de il est venu ici, il a dormi même au Congo avant d'aller. Mais tout dépend de l'éclat qu'on porte et des faits que cela joue dans l'opinion, et même dans les rapports. Ce n'est pas 24 heures ou 48 heures qui résolvent le problème, mais ce qu'on vient faire. Et troisièmement, c'est là où je ne suis pas tellement, je suis sceptique lorsque je vois 2 Coréens débarquer chez nous. Oui. Vous savez que ce sont des Sud-Coréens. Oui. Et en 1962, la Corée était en guerre avant la répartition de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Et la Corée du Sud, enfin, la partie Sud était appuyée par les Américains et les Chinois avaient soutenu une rébellion qui est devenue aujourd'hui Corée du Nord. Et on a abouti, malgré la présence massive de l'ONU, mais aussi des États-Unis et des autres, à diviser la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais ce n'est pas, pas le même contexte. Mais attendez, il y a l'un qui gère l'argent, l'autre qui gère les relations internationales. Ça n'a rien à voir avec la partie. C'est mon souhait. Oui. Mais la crainte, c'est que ces 2 Coréens, comme j'ai entendu quelqu'un dire, sont venus pour cristalliser, mais également confirmer la bagation du pays. En tout cas, moi je suis de ces Congolais. À la MONUSCO, ils vont faire la guerre parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. Moi je suis des Congolais qui n'ont pas jubilé en voyant ces 2 Sud-Coréens dans notre pays parce que l'histoire, mais également leur action sur le terrain ont démontré que nous avons été défavorisés. Voilà. Alors, Mike Mukebai, le milliard promis par la Banque mondiale pour les Grands Lacs, c'est pas assez? Je vais parler de milliards, mais je voudrais revenir sur l'aspect diplomatique. D'abord, sans chercher à faire le contradictoire avec Paul, dire que je n'ai jamais cru en cette affaire de balkanisation. Je crois que c'est un fantasme purement congolais. Tous ceux qui en parlent n'en ont jamais apporté la preuve. Nous savons d'où nous venons. En 2001, nous avions 3 administrations ici. Il y avait le RCD Goma, les MLC. Ça ne s'est jamais balkanisé. Les MLC et le gouvernement de Kinshasa. Si le monde avait voulu nous balkaniser, c'était le moment. C'était le moment. On laissait aller au pourrissement. Et je crois que même nous-mêmes, nous allons nous dire à un moment que nous en avons assez, on peut découper. Je crois que le monde nous a aidés à retrouver notre intégrité. Soyons honnêtes et objectifs. Le monde nous a amenés à Saint-Titi, le monde nous a accompagnés. En tant que Congolais, nous avons été incapables de trouver un compromis. Il a fallu chaque fois qu'on se fasse taper sur le doigt. Et le monde nous a amené à 1+4.
Le monde a beaucoup fait pour nous amener Quand même, il y a les dialogues intercongolais. Il ne faut pas dire que c'est le monde, comme si le monde travaillait pour nous. Non, en tout cas, le monde nous a accompagnés, le monde a mis des moyens. Aujourd'hui, il y a quand même une force ici, la plus importante au monde, qui est la MONUSCO, qui sert dans une grande partie à la stabilité de la République démocratique du Congo. Nous avons, ceux qui parlent de la balkanisation refusent notre responsabilité historique. Nous avons hérité de ces pays en 1960. Nous n'avons fait que le détruire. Quand vous détruisez l'armée, vous détruisez l'administration, vous détruisez les services de renseignement, vous attendez à quoi? C'est ce que nous avons fait 32 ans durant. Et nous ne faisons pas le procès de cette période-là, nous condamnons le monde. Nous oublions que le Congo a participé à la déstabilisation des États voisins, que nous avons contribué... Lesquels? Pardon, je vais donner des exemples. Accessoirement, le Rwanda... Je vais donner des exemples concrets. Oui, oui. Nous avons soutenu l'unité en Angola. Ouvertement, nous avons travaillé à des changements de régime dans la région. Donc nous avons été une puissance dans la région. Nous avons joué un rôle dans la région. Donc vous trouvez que c'est normal que ça nous arrive? Et progressivement, non pas normal, progressivement, nous nous sommes mis à nous détruire nous-mêmes. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un grand... C'est vrai qu'il y a les velléités hégémoniques de tel voisin ou tel autre. Dites-le le Rwanda, clairement. Je ne vais pas trop accuser des États voisins, là où je pense que mon pays est le premier responsable. Nous avons passé des décennies à détruire ce pays. Et aujourd'hui, nous nous plaignons, nous disons que le monde a préparé un plan de balkanisation. On a commencé à le préparer à partir de quel moment? Il faut qu'on le dise. Je crois que c'est un autre débat qu'il faudra... Alors, parlons du milliard. Parlons de la question présente. J'ai retenu depuis quelques semaines quelque chose, c'est que j'ai l'impression que nous sommes revenus à l'avant ou au 1+4. À l'avant 1+4. Comment ça? Apparemment, le monde a décidé de nous prendre en charge. Avec les milliards? Pas avec les milliards, je parle d'abord de l'aspect diplomatique. Premier aspect, on décide d'un accord qui s'appelle l'accord cadre d'Addis Abeba. Et le monde veut nous amener à aller jusqu'à l'application de cet accord et il y tient. C'est une prise en charge décidée quelque part au sommet du monde. Il y a même un envoyé spécial qui est nommé pour le suivi. Et dans cet accord, il est bien dit que M. Joseph Kabila, voici telle et telle chose que vous n'avez pas réalisée depuis Sun City et nous vous demandons de réaliser. Et nous sommes là pour y veiller. Premier aspect. Deuxième aspect, on déploie une brigade, mais avec une capacité opérationnelle qui ne dépend pas de nous. Cette brigade peut opérer sur tout le territoire national et quand elle veut, elle n'a pas à nous demander notre autorisation. C'est qu'on a compris que nous allons vers la déflagration, surtout en perspective de 2016, et qu'il y a une brigade qui peut intervenir à tout moment et n'importe où. Donc on nous prend sérieusement en charge. Donc nous avons prouvé que nous sommes des incapables, on a décidé de nous prendre en charge. Mais est-ce que ce n'est pas la demande, parce que peut-être ceux qui nous suivent ne vont pas bien comprendre, quand le ministre Tshibanda parcourait le monde pour dire le prétexte des Rwandais qui consiste à dire... Je suis en train d'aller dans cette voie, Jean-Marie. Mais justement, parce que vous risquez de dire que c'est l'initiative internationale de déployer la... Oui, mais je suis en train de pousser dans cette voie. Oui. Alors, ce qui est positif dans cette prise en charge, c'est que le monde a enlevé au Rwanda les prétextes sécuritaires. Parce que le Rwanda nous les brandissait à nous. Le monde dit maintenant au Rwanda, je m'en charge. Je déploie une brigade. Donc, en ce moment-ci, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de souhaiter, à mon point de vue, que la brigade reste le plus longtemps possible pour que dans l'entretemps, nous, on organise notre armée. Parce qu'il était difficile. Le résultat, même si c'est éphémère de faire des en ce moment. Non, les résultats, Jean-Marie, je ne vais pas le moral, comment je ne vais pas en discuter, c'est l'armée de mon pays. Oui. Je ne voudrais pas me lancer sur, terminez sur ce débat. Je préfère rester sur la question... ça vous gêne un peu quand les FARDC rapportent des victoires? Non, ça ne me gêne pas. Il y a des choses que je ne peux pas dire, des choses qui sont stratégiques ici. Je vous en prie. Je veux quand même, parce que tu insistes, Jean-Marie, je ne sais pas si tu sais que depuis la dernière défaite à Goma, quand le M23 a pris le contrôle de Goma, l'état-major de la région militaire est toujours en dehors de la ville. Tu peux t'imaginer, sur le plan stratégique? Il y a des choses que je ne peux pas dire sur ce plateau, Jean-Marie. Ne me le fais pas dire. Non. On n'avait pas d'informations. Jean-Marie, je te le dis. D'accord. Je suis journaliste. Terminer la pensée, il faut la prendre le tour. D'accord. Alors, je disais qu'on nous prend en charge, mais j'ai dit c'est une occasion pour nous, pendant que la brigade est là, si nous pouvons nous travailler à ce que la brigade prolonge son mandat, ça nous donne le temps, nous, d'organiser notre armée. Parce qu'il nous faut une armée, c'est ce que Ban Ki-moon dit, c'est ce qu'il dit à Kigali. Nous ne pouvons pas tout attendre du monde. Nous devons nous présenter comme un État qui exerce...